Quand on aborde la gastronomie, tout est pluralité. Dans une recette, plusieurs ingrédients. Pour les achats, plusieurs commerçants. Dans l'assiette, plusieurs aliments. Alors oui, j'ai voulu définir ce podcast Passion sans modération comme une rencontre entre plusieurs personnalités de la sphère food. Une vraie tablée souriante grâce à laquelle vous passerez, je l'espère, un très bon moment. Le dénominateur commun, ce sont des convictions et une passion dévorante de mes invités pour le métier qu'ils incarnent sans modération. J'anime, ils s'expriment, elles racontent, vous écoutez et nous partageons une table, ensemble. Au menu de l'émission, une conversation 3 étoiles, des interviews aux petits oignons, des confidences épicées. Oui, un podcast vitaminé comme moi. Mais qui suis-je ? Qui est donc derrière le micro ? Je m'appelle Virginie Legrand, je suis chef à domicile depuis 8 ans et je foisonne de créations nouvelles et audacieuses. Et si, aujourd'hui, ensemble, on laissait caraméliser des cuillères entières d'énergie positive ? Allez, venez avec moi dans les coulisses de la foodosphère, on va se régaler ensemble. Bienvenue dans l'épisode 3 de mon podcast saison 2, Passion sans modération, toujours autour de passionnés de gastronomie, d'art de vivre et de culture du goût. Aujourd'hui, je reçois 4 invités qui remplissent leur mission pleinement autour justement de la gastronomie et de l'art de vivre. Je reçois aujourd'hui Claire Lapran, qui représente la société ABC Culinaire spécialisée dans les coffrets gourmands aux saveurs de Provence. Bonjour Claire. Bonjour. Franck Luminet, propriétaire du restaurant Fanande à Boulogne-Billancourt, testé et approuvé. Bonjour Franck. Bonjour Virginie. Philippe Juglar, président de l'AFPA, l'Agence pour la valorisation des produits agricoles. Bonjour Philippe. Bonjour Virginie. Et Hélène Bergouignan-Ozeki, fondatrice de l'Assiette aux 4 vents, un traiteur événementiel spécialisé en cuisine fusion franco-japonaise. Bonjour Hélène. Bonjour Virginie. Alors Hélène, on va commencer avec toi. Pourquoi t'être lancée dans l'événementiel culinaire ? Qu'est-ce que ça t'apporte ? Qu'est-ce que tu donnes aux autres ? Alors, j'ai toujours eu besoin d'adrénaline pour travailler, donc l'événementiel, c'est parfait pour ça. Et l'autre chose, c'est que l'événementiel, en fait, chaque prestation est unique et apporte son lot de surprises autant aux clients qu'à moi-même et à mon équipe. Et c'est ce goût, en fait, d'un voyage à chaque prestation qui me plaît. Alors justement, comment t'inspires-tu pour faire voyager au travers de tes créations tes clients ? Alors, en ayant appris la cuisine japonaise à Tokyo. Déjà, c'est pas mal ça quand même. Hein. Oui, c'est pas mal, c'est vrai. Je me suis familiarisée avec les ingrédients spécifiques de la cuisine japonaise. Et à Paris, je me fournis chez plusieurs épiceries japonaises qui me font goûter aussi des ingrédients que je ne connaissais pas à Tokyo et que j'essaie de détourner. Donc c'est incroyable, tu es en train de dire qu'à Tokyo, qui est le berceau des ingrédients que tu vas travailler, tu n'as pas réussi à les avoir et que tu ne les trouves qu'à Paris. Non, je n'ai pas réussi à tout connaître à Tokyo. Ok, c'est ça. À tout connaître, ils y étaient certainement, oui. Mais je n'ai pas effectivement rencontré ces ingrédients, certains ingrédients en tout cas. Lesquels par exemple ? Tu peux nous en citer 3 phares ? Alors, les ingrédients de base, en tout cas de la cuisine japonaise, on va dire la sauce de soja, bien évidemment, le saké, qui est un alcool fermenté, je précise, de riz, et le milline, qui est un alcool de riz également, mais sucré. Alors, du coup, quelle différence de fabrication entre le saké et le milline ? Ah, alors j'ai pas tous les secrets de fabrication, malheureusement. Parce que tu vois, le milline, par exemple, je sais pas qui connaît le milline. Non, c'est une concentration, en fait, de saké. D'accord. Et le sucre ressort, ce qui va, en cuisine française, justement, apporter beaucoup de brillance à une sauce. Ou alors caraméliser une viande ou un poisson. D'accord, donc ça peut caraméliser autant que la sauce soja ? C'est un peu le même... Différemment. Et le goût est différent ? Ah, complètement, ça n'a rien à voir. Ok, donc ces 3 ingrédients, tu t'es familiarisé avec ces ingrédients pendant tes voyages, plusieurs j'imagine ? Non, j'ai habité Tokyo. Donc, combien de temps ? 3 ans. Oui, donc du coup tu t'es acclimaté. Oui. Et donc tu as voulu revenir en te disant c'est ce que je veux transmettre ? C'est exactement ça. En fait, à Tokyo, j'ai enseigné la cuisine familiale française. C'était pas mon métier de base. Mais ça, c'est pas grave, tu sais. Mais exactement, par contre, au contraire, ça m'a fait découvrir une sorte de passion de transmettre et de partager. Et quand je suis revenue en France, je me suis dit, je veux faire la même chose, mais à l'envers. Donc, transmettre la cuisine familiale japonaise. Et j'ai commencé par donner des cours de cuisine.
Ensuite, j'ai fait du chef à domicile et j'ai développé la partie traiteur après. Et donc, quels étaient tes clients pour les ateliers notamment ? Des particuliers qui étaient curieux de découvrir la cuisine japonaise, de connaître les ingrédients japonais et de comprendre qu'en fait, c'est pas plus compliqué que la cuisine française. Il suffit de dompter les ingrédients japonais. Ok, très bien. Merci Hélène. Alors, Philippe, oui. Justement, la curiosité, je pense que c'est aussi ce qui t'anime beaucoup. Absolument. Quel est l'objectif de ton ONG qui s'appelle l'AFPA ? L'AFPA, c'est une organisation que nous avons montée avec quelques amis il y a une vingtaine d'années maintenant. Au départ, moi, je suis négociant de café. Donc, je transporte des tonnes de café dans des containers. Et je sais que dans ces containers, il y a des pépites de café que personne ne verra jamais, ne goûtera jamais, parce que c'est pris dans une masse qui est la clé du commerce international. Et donc, lassé un peu de ce travail, j'ai voulu mettre en avant ces produits extraordinaires que l'on peut trouver dans tous ces pays, où il n'y a pas forcément les structures que nous avons en Europe pour décerner des prix, mettre en valeur des producteurs qui font des choses extraordinaires. La notion, par exemple, de produit d'origine, de dénomination d'origine, c'est une notion qui est très européenne, qui existe en fait dans tous les pays de viticulture. On sait au Cambodge que les algues de tel endroit sont meilleures que les algues de tel autre endroit, mais ce n'est pas mis en avant. Et donc, notre objectif à travers l'AFPA, c'était de donner à ces producteurs d'exception une chance de se faire entendre et de se faire reconnaître. Voilà le grand objectif de notre association. Et comment tu les convaincs, ces producteurs, de vous rejoindre ? Alors ça, c'est assez facile. C'est d'autant plus nécessaire que c'est eux qui financent l'organisation. Moi, je suis subventionné par personne. Et donc, ils vont devoir payer le droit de participer au concours. Alors, c'est des sommes modestes, mais c'est tout de même une somme qui est importante quand on est producteur au fin fond du Pérou ou du Cameroun. Donc, convaincre les producteurs, ils vont très vite comprendre que c'est pour eux une clé extraordinaire que d'être reconnus par un jury parisien, parce qu'on a encore une image de gastronomie. Ça nous reste encore, ça. Et très honnêtement, pour un producteur éloigné de quelques milliers de kilomètres de chez nous, avoir une récompense gagnée à Paris, c'est un truc extraordinaire. Encore faut-il le gagner. Encore faut-il le gagner, ça, c'est pas donné à tout le monde. C'est vrai. Mais pour ceux qui vont avoir la médaille, c'est un moment extraordinaire. Et même pour ceux qui n'auront pas la médaille, on a un certain nombre d'animations locales. Ils vont rencontrer leurs collègues, ils vont essayer de comprendre, ils vont goûter des produits qui ont été médaillés. Et donc, c'est exactement comme chez nous, dans les fameux comices agricoles, l'opportunité de se comparer à ce qui se fait le mieux. Et pourquoi le produit de mon voisin est-il meilleur que le mien ? Ce qui n'est pas évident, parce que mon produit est forcément, définition, le meilleur. Oui, donc c'est se challenger aussi. C'est se challenger, absolument. Et puis, pour ceux qui ont un début et il y en a tout de même un certain nombre qui ont un début de réseau commercial, c'est la possibilité de mettre sur ces paquets qu'ils ont gagné une récompense à Paris et donc rassurer leurs clients sur la qualité de leurs produits. Très bien. Merci beaucoup, Philippe. De rien. Franck. Oui. Alors, Franck, pourquoi avoir baptisé ce restaurant Fanande ? Alors pourquoi ? Parce que Fanande, c'est du vieil argot français, qui veut dire ami, camarade, compagnon. Voilà, c'est un peu clanique. Et je trouvais que ce nom allait très bien avec ce que je voulais faire, ma personnalité. Et voilà, je trouve que c'est un bon esprit, bonne ambiance. C'est la convivialité à l'état pur. Voilà, épicurien. Donc en fait, tu as repris le restaurant qui s'appelait comment ? Qui s'appelait Le Grillon. D'accord. Et donc, tu as eu le droit de le rebaptiser. Après, on peut mettre le nom que l'on veut, effectivement. D'accord. Donc, j'ai rebaptisé ce restaurant. D'accord, Fanande. Et donc, du coup, qui sont ces compagnons, camarades de route qui viennent à ta table ? Clients et amis. Quel est tous. Des clients qui deviennent des amis. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai, parce que c'est une très belle ambiance. Donc c'est la bistronomie, on va dire. Oui, c'est bistrot. Alors c'est plus ambiance bistrot, effectivement. Enfin agréable, posé. Très quali. Merci. Très quali. Mais voilà, sans se prendre la tête. Et puis un service convenable. Convenable ? Oui, plus. C'est gentil. non, mais on apporte beaucoup d'importance au service déjà, premièrement. Ouais. L'accueil, pour tout le monde, je pense que c'est très important. Très important. Voilà. C'est 50% de ce métier-là. Et puis après, c'est tout ce qui suit, bien sûr, la bonne chair.
et les bons vins. L'équipe, comment tu fais pour créer ton équipe ? C'est compliqué ça. Ouais, oui. C'est un sujet Sur ça, pas facile. On en parle tranquillement. Comment tu fais ? Comment je fais ? Alors, j'ai de la chance d'avoir pas mal de réseaux, parce que je suis né dans ce métier-là, j'ai toujours travaillé dans la restauration, direct ou indirect en tout cas, et du coup, j'ai du personnel par réseau. Voilà. Alors, c'est pas simple de trouver, c'est compliqué, tout le monde cherche, moi le premier, enfin tout le monde, et le réseautage fonctionne mieux que les petites annonces. Oui, donc du coup, en fait, c'est quoi le chef idéal pour toi ? Le chef idéal, c'est moi, non ? Est-ce que tu peux aller en cuisine, quoi ? C'est moi le Je chef. plaisante, mais pourquoi pas ? Alors, j'ai un chef, tout très bien, et qui est génial. Eric, voilà. Merci, et on Eric. parle de toi. Et non, moi je suis cuisinier de métier. Je suis né dans la restauration, notamment la charcuterie à la base. Toute ma famille était. Alors, je te coupe parce que je trouve ça génial. On s'est rencontrés dans ton restaurant. Je ne savais pas le quart de ce que tu es en train de me raconter. D'accord. Donc, c'est très intéressant. Je te laisse J'ai du continuer. mal à me dévoiler. Et non, tout le monde était charcutier, donc tout le monde avait des boutiques. Et nous, ma génération en tout cas, moi et mon cousin et moi, on a opté pour la cuisine. Et voilà, donc j'ai fait plusieurs années de cuisine, et puis après j'ai eu ma propre affaire, et donc j'ai évolué comme ça. D'accord. Et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment tu aies envie de prendre un resto ? Fanande, c'est ton premier restaurant ? C'est le 5e. Ah ouais. Mmh. Alors dis-nous les 4 premiers, c'était où ? J'ai une brasserie. J'ai commencé par une brasserie dans le 16e arrondissement. J'ai eu une autre après dans le 16e arrondissement, enfin successivement, pas en même temps. Ensuite, j'ai eu une concession d'un club de sport, un peu chic. Ensuite, j'ai eu le restaurant Mon Bistrot à Boulogne, que j'ai revendu en 2018. Et puis maintenant, je suis arrivé chez Fanande, donc. Et tu es bien chez Fanande ? Et je suis très bien chez Fanande. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Franck. Claire ? Alors, Oui. Claire, est-ce que tu peux nous raconter la genèse de la marque ABC Culinaire ? Parce que moi, je suis une ancienne prof de lettres et j'ai trouvé que ton concept était formidable. Raconte-le-nous. Alors, c'est un concept, en effet, Virginie, qui est né de l'envie d'un papa d'apprendre l'alphabet à son fils, qui est dyslexique et dysorthographique, donc un petit garçon que j'ai élevé pendant 6 ans et demi. Il a eu l'idée, pour lui apprendre l'alphabet, de mettre en avant chaque lettre des produits. Donc, dans la gamme des produits que je commercialise aujourd'hui, sous forme de coffret cadeau, il va y avoir le M de moutarde, le N de navette, les petits gâteaux traditionnels provençaux. Qui sont très bons, qu'on est en train de Voilà, déguster à la avec du fleur café. d'oranger. Mais ça peut être le C de calisson, bien sûr, le T de terrine, le V de vinaigre. Enfin, il y a plus Ah de non, le choses. V, c'est Virginie. C'est pas Alors, vinaigre. c'est vrai, Virginie, mais je vais pas te mettre dans un coffret, ça va être compliqué quand même. Mais en effet, non. Et du coup, Johan, ce petit garçon, il avait bien progressé. On lui disait le soir, qu'est-ce qu'on va faire ? Une vinaigrette. Ah, on va mettre le M de moutarde, le S de sel, Il avait etc. quel âge à cette époque-là ? Quand son père a créé la marque, il avait 6 ans. Aujourd'hui, il en a 18, ça a bien évolué. Voilà, et donc c'est la genèse d'ABC Culinaire qu'on a déclinée sur l'abécédaire de Provence aujourd'hui. Donc, combien de lettres ? Alors, c'est une bonne question. Oui, Non, c'était alors, pas une question, je c'était pas. t'envoyais ça. Non, et puis du coup, c'est plus compliqué. Mais alors, il y a malheureusement qu'une voyelle pour l'instant, c'est le A d'Anchoyade. Et puis par contre, j'ai beaucoup de doublons, j'ai beaucoup de T, j'ai beaucoup de M, mais non, il doit y avoir une dizaine de lettres. Et le challenge, alors par rapport à Hélène, parce qu'on m'a déjà demandé le W, alors à part du wasabi, mais qui est pas très provençal, c'est un peu compliqué. Il y aura jamais, en effet, toutes les lettres de l'alphabet. Ça sera compliqué. Mais c'est pas grave, ça. Non, c'est pas grave. L'idée est tellement déjà belle. Oui, voilà, l'idée est super, c'est vrai, et c'est quelque chose, voilà, qui a fonctionné, parce que c'est pas facile la dyslexie, dysorthographie pour les Mais jeunes. je trouve ça super top de mêler en fait ce combat contre la dyslexie et la gastronomie. Finalement, complètement. Bravo à ce monsieur c'est monsieur qui s'appelle Gilles Stépagnan. C'est donc lui le créateur de la marque. Et moi, je suis épicurienne aussi. Je crois qu'autour de la table, on l'est tous. Oui, c'est ce qu'on disait. C'est le point commun, ça. Voilà, c'est le point commun. Et du coup, moi, je me régale à proposer des nouveaux produits, des nouvelles saveurs. Et alors, ce petit garçon a surmonté sa dyslexie, au moins en Alors, partie. il a surmonté, tout à fait. Alors aujourd'hui, il a fait un CAP de menuisier avec les Compagnons du Devoir. Et donc, aujourd'hui, il continue toujours en formation chez les Compagnons. Et il est vraiment très, très bien. Enfin, vraiment, ça
c'est super. Félicitations. Ouais. Oui, parce que je pense que c'est un vrai combat. C'est vraiment un vrai combat, puis c'est compliqué quand on ne connaît pas. Alors, quand à chaque fois que j'en parle, il y a beaucoup de gens en fait qui ont des enfants, des petits-enfants, ou qui ont été eux-mêmes aussi. Hein, et c'est vrai que c'est pas facile, parce que moi, au début, j'étais sa belle-mère, je me disais, mais il fait exprès, c'est pour me rendre cher, que c'est n'importe quoi, les devoirs, et en fait, pas du tout. Et c'est une souffrance pour eux aussi. Ouais, c'est un C'est très handicap. C'est ça, c'est un handicap, voilà. Mais Non, c'est une belle initiative en tout cas. Et du coup, quelles sont les valeurs et les engagements de ABC Culinaire ? du coup, cette marque, quand je l'ai reprise en fait avec Gilles, on avait très peu de produits maintenant, donc il y a plus d'une 60aine de produits, et j'ai souhaité les présenter sous forme de coffret cadeau. Alors le coffret cadeau, c'est pas moi qui fais avec mes petites mains des centaines, des milliers de coffrets cadeaux. Hein. On est déçus. Ah oui, Claire. voilà, je sais. Tu avais l'impression que j'étais une superwoman, mais Bien pas sûr. complètement. Et donc, en fait, je travaille avec des ESAT, donc avec des établissements spécialisés pour l'aide au travail. Alors pourquoi les gens me disent toujours, bon, alors oui, il y a un petit côté RSE, c'est bien, et puis ça doit pas coûter forcément trop cher. Alors, c'est pas du tout que pour ça. Moi, j'ai un oncle qui a travaillé toute sa vie en CAT. Donc, c'était l'ancienne dénomination des ESAT. Et mes partenaires, qui sont pour certains produits, les navettes que l'on a goûtées, par exemple, sont faites en ESAT. Les coffrets sont confectionnés avec des ESAT. La frisure que je mets à l'intérieur est confectionnée dans un autre ESAT aussi. Et ce qu'il faut savoir, c'est que on peut tous être touchés par le handicap. En fait, je n'avais pas vraiment cette notion. Mais mes partenaires m'ont dit, mais un accident de la vie, un AVC, un accident de voiture, et du jour au lendemain, on n'est plus apte à travailler dans nos propres structures. Et du coup, on peut se retrouver dans ces structures. Alors, comme je suis à Aix-en-Provence et Salon de Provence, je travaille avec des ESAT qui font beaucoup de savon. On a beaucoup de savonniers. Et alors, ils sont ravis quand ils font des coffrets cadeaux parce que ça change de la routine. Parce que l'intérêt, c'est justement de casser les routines qu'on peut avoir dans ces centres spécialisés. Pour les dynamiser un petit peu. Exactement, voilà. Et les stimuler. Et stimuler, voilà. Puis Et du coup, ces gens de l'ESAT, ils ont quel âge ? C'est entre 18 et 50, 55. Enfin, Ah ouais. oui, il y a tout, voilà. Et puis les pathologies sont complètement différentes aussi d'un ESAT. Enfin, c'est très varié en fait. Oui, mais j'imagine que c'est à chaque fois des rencontres et des engagements qui sont assez forts. Ah, complètement. Et puis, ça fait 4 ans que je travaille avec un ESAT, justement. Il y a un attachement avec les personnes qui sont... Enfin, c'est vraiment Et super. du coup, c'est vrai que ça crée une fierté pour eux parce qu'ils contribuent à quelque chose, ça a du sens. Ah ça a du sens. En plus, la plupart sont gourmands aussi. Hein, donc, en fait, ils ont goûté un peu les produits et puis ça leur plaît. Et puis, c'est vrai que c'est très... Enfin, c'est valorisant et pour eux et puis pour moi de les faire participer à mon aventure. C'est une belle aventure collective. Exactement. Ouais, super Claire, merci. Philippe, alors, de qui se composent les jurys des concours que vous organisez ? Alors, il faut quand même préciser que moi, je viens bientôt vous voir. Oui, tout à fait. Qu'au mois d'octobre, Tout à je fait. ferai partie On du va- jury pour l'été. On va vous tester. Oui, j'adore. Chacun son tour. C'est ça, j'adore. En fait, on a 2 niveaux de jury dans chaque concours. On a un premier jury qui est un jury de professionnels, donc des professionnels du café, du thé, etc., qui connaissent dans leur univers académique les défauts et les qualités que l'on peut attendre d'un produit. Et une fois qu'ils ont sélectionné, fait leur premier travail, c'est éliminer ce qui n'a aucun intérêt et classer... Attends, tu as donc convié des gens qui n'avaient aucun intérêt. Non, pas les gens, je parle des produits. Ah, d'accord. Non, les produits, on va recevoir X centaines de D'accord, produits ok. et on ne sait pas ce qu'il y a dedans, par D'accord, définition. ok. Et dans ces produits, ils ne sont pas tous passionnants, D'accord. malheureusement. Donc, le jury technique, il va déguster tous ces produits, éliminer ce qui n'a pas d'intérêt et classer les produits en familles raisonnablement homogènes pour comparer ce qui est comparable. On parlait de café tout à l'heure. On ne va pas classer des cafés dont la dominante est par exemple l'amertume, parce que ce sont des robustas de basse altitude, avec des cafés dont le caractère floral est manifeste. Parce que sinon, les deux se contredisent et on peut pas déguster. C'est exactement comme pour des vins. Enfin, on ne va pas mélanger des familles de goûts différentes. Une fois qu'on a fait ce travail, on passe devant un deuxième jury, qui est un jury auquel tu vas participer. Oh là là, j'ai la pression. Oui, absolument. De fou. Qui est le jury des gens qui aiment les produits. Oui. Et ils vont dire « j'aime, j'aime pas ».
Donc ils sont sur un travail qui est tout de même relativement plus simple. Très subjectif du coup. Non, parce qu'on leur donne tout de même les feuilles de dégustation. On va avoir combien d'items? Combien de grilles? La grille. J'en profite pour avoir les informations. Sur les infusions, tu as 2 pages d'items. Hein. Donc on te guide dans ta réflexion. D'accord. Et tu vas nous aider à classer donc, dans chaque famille les produits par note d'intérêt. Donc tu vas dire celui-là est le meilleur, ensuite il y a celui-là, ensuite il y a celui-là. Et c'est la réunion de ce jury d'amateurs éclairés qui va nous donner le classement final. Donc premier jury des professionnels, enfin première partie du jury des professionnels, deuxième partie du jury des professionnels du goût. Hyper intéressant. Ah, c'est passionnant. J'ai dit oui sans savoir ce à quoi je disais oui. Alors on s'est créé des contraintes. Notre jury est par principe francophone. J'ai essayé de faire un jury international, dans l'huile d'olive en particulier. Comment ne pas faire venir des Italiens, des Espagnols, etc. Et on s'aperçoit que ça ne marche pas du tout. Ah ouais. Ça ne marche pas du tout parce que vous êtes tous sensibles à l'aspect culturel. On n'a pas la même culture. Et l'année où j'avais fait un jury international pour l'huile d'olive, présidé par un Italien, un garçon tout à fait remarquable, bien connu dans le domaine des huiles d'olive en Italie, le président du jury, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche le consensus. Oui. Il n'impose pas son goût. Et trouver le consensus entre un Italien, un Espagnol, un Grec, un Allemand, un Anglais, un Français, en général, on choisit le produit qui a le moins de caractère, parce qu'il ne déplaît à personne. C'est ça. Ah ouais. Non, mais c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Et c'est horriblement vrai. Hein. Et la deuxième chose... Mais ça dessert la cause. Ça dessert la cause, absolument. Bien sûr. La deuxième raison de ce choix, c'est que le plaisir de goûter, c'est d'échanger. Parler de ce que l'on ressent dans sa bouche, dans sa langue maternelle, c'est déjà horriblement difficile. Dans une langue étrangère, c'est pratiquement impossible. Et donc, il y a une perte d'intérêt et d'échange qui est tout à fait dommageable. Donc, nous clamons clairement que c'est un jury francophone, donc essentiellement français. Enfin, on accepte les Suisses et les Belges tout de même. C'est généreux, ça. C'est très généreux. Oui, très tolérant. Généreux. Très tolérant. Enfin, les Suisses francophones ne sont pas trop loin culturellement, Non. on y arrive. Et donc, c'est la subjectivité d'une culture française qui est tout de même reconnue en matière gastronomique comme raisonnablement universelle. Très bien. Voilà. Très intéressant. Ah, je suis encore plus motivée. Je ne sais plus, c'est le 16 ou le 17 octobre. Ça, je ne te le dirai pas parce que ce n'est pas moi qui organise précisément, Ah ouais. mais c'est par là. J'ai noté la date dans mon agenda, ce sera avec grand plaisir. Franck, alors Franck, sur ton site, parce que j'ai un peu bossé, j'ai lu le restaurant Fanande, c'est avant tout un restaurant de partage où se réunissent les amoureux du terroir, les adeptes du goût, les partisans du bonheur. Quel lien entretiens-tu avec tes clients pour créer justement ce bonheur collectif? Ce lien, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est précisément l'accueil déjà, premièrement, et puis le côté détente du moment. Parenthèse. Des plats, voilà, une parenthèse dans sa journée ou sa soirée en tout cas. Et puis les plats du terroir, mon goût d'un plat, voilà, tout ce qui fait qu'on a envie de revenir. Des plats simples, bien travaillés, avec de très bons produits, où il en ressort que ça me rappelle mon plat, le plat de ma grand-mère. Et ça, on adore. Comment tu changes la carte à quelle fréquence? Alors, on a un peu changé, là, après les vacances, à partir du mois de septembre, là. Donc, on change un peu moins la carte. On a fait une carte fixe, hein, mais qui change. Les produits changent suivant les saisons tout de même. Voilà. Et tous les jours, on a un plat du jour. Voilà, on a un plat du jour qui en ce moment est un coq au vin. J'allais te demander le coq au vin. Un coq au vin, mais c'est bon le coq au vin. C'est très très bon ça. Oh là là. Voilà, tous les jours ça change, que ce soit du poisson ou de la viande. Et voilà, on essaie de travailler des recettes classiques, mais bonnes. Pas mal de plats sont servis aussi en cocotte, les grosses cocottes en fonte, donc c'est hyper agréable. Tu fais des terrines aussi, vous faites. Et on fait de très bonnes fou. terrines, effectivement. La terrine, ça part beaucoup. Ouais. Ça plaît. Dessert, donne-nous un dessert qui nous fait rêver là. En ce moment, Ouais. on a un moelleux, non pas un moelleux, un crémeux chocolat. C'est-à-dire, c'est un chocolat qui fond dans la bouche. Donc c'est hyper agréable avec un petit biscuit. On rêve. Ouais, c'est un petit biscuit qu'on met en dessous avec un peu de pralin. Non, c'est délicieux. D'accord. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Franck. Alors, Hélène, donc on partage grosso modo le même métier, toutes les deux. Comment as-tu géré l'apocalypse du Covid ?
J'aurais pu poser la même question à Franck. Oui, aussi. oui. Je préfère que ce soit toi, Hélène. Tu passeras après, t'inquiète. Alors, le Covid, moi, ce qui me faisait vibrer, c'était de rentrer dans mon labo. Je me suis rendu compte que de rentrer dans mon labo, il y avait une énergie, malgré le calme qu'il y avait autour. Et la deuxième chose qui me fait vraiment vibrer dans mon métier, c'est la cuisine japonaise. Et donc, je me suis dit, il va falloir que je combine les deux. Même s'il n'y a pas de client derrière, tant pis. Mais il va falloir que je cuisine japonais en rentrant dans mon labo. Et donc, j'ai créé des bento en faisant de la vente à emporter. Et les bento changeaient chaque semaine, les menus changeaient chaque semaine. Et en fait, ça m'a fait découvrir de nouveaux clients, des gens. Alors, c'était en très local. Et des nouveaux clients sont venus à moi. Et c'était à chaque fois aussi une bouffée d'oxygène. Je gardais à chaque fois pour chaque client un quart d'heure. Et je me suis dit, comme ça, je vais avoir le temps de bavarder avec le client. Et ça va être génial. Voilà. Et c'est ce qui m'a vraiment sauvée du Covid. Et je pense que c'était une bouffée d'oxygène et pour toi et pour lui, finalement. Et pour les clients. Oui, et c'est ça, oui, des deux côtés. Bien sûr, bien sûr. Parce que tout le monde avait besoin d'échanges. Oui. Et donc, bon, tu t'en es sorti grosso modo, parce que moi, c'est pareil, j'ai fait de la vente à emporter, mais c'était plus pour entretenir et cultiver la passion. Oui. C'était pas pour l'argent. Oui. Ah non. On est d'accord. Non. Toi, tu as fait de la vente à emporter aussi, Franck? Bah oui, pareil. Moi, j'ai fait un peu même histoire que toi. Ouais. Bah oui, j'ai fait de la vente emportée. On avait fait un petit groupe WhatsApp de restaurateurs sur Boulogne, parce que les restaurateurs sympas, on s'estime qu'on n'est pas concurrents, mais plutôt collègues, voilà, Et confrères en tout cas. Et c'est une belle philosophie. Et c'est une très belle philosophie pour tous ceux qui adhèrent à ça, ce qui est beaucoup mieux, parce que ça nous permet de s'envoyer des clients mutuellement et qu'on sait que les gens reviennent. Voilà. Et en fin de compte, on s'est réunis, on était une dizaine, et puis on discutait à chercher comment voilà, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Alors, j'ai eu la petite idée de dire, si on faisait un groupement de nous, restaurateurs, pour proposer un menu, quelque chose, chacun fait quelque chose, et puis on se fait une carte. Et à nous de faire de l'emporter. À ça, toujours compliqué à plusieurs, donc à ça, on est... deux restaurateurs de Boulogne ont trouvé l'idée plutôt... pas mal, sans me faire de fleurs, mais voilà. Et on s'est associés, on s'est réunis, en tout cas, 3 restaurateurs à Boulogne, d'autant plus qu'on était vraiment aux 3 coins de Boulogne, donc assez espacés. Et on s'est créé une carte de restaurant avec 3 entrées, 3 plats, 3 desserts. Donc chacun faisait une entrée, un plat, un dessert. Et on pouvait retrouver cette carte dans les 3 restaurants de Boulogne et faire aussi de la livraison. Donc c'était compliqué au niveau de la logistique parce qu'il fallait produire, ça c'est la base, mais après il fallait s'envoyer des entrées, des plats, des desserts à chacun, donc c'est des coûts de scooter, de voiture, de trucs. Mais on a réussi. Moi qui venais d'ouvrir, c'était compliqué, donc j'ai pas encore ouvert. Donc ça m'a permis de me faire connaître. Mes 2 autres compères, pareil aussi, se sont fait plus connaître qu'ils ne l'étaient. Et ça nous a servi plutôt pour la communication, effectivement, et le plaisir de retrouver ces gens qui sont revenus après, que financièrement, où on n'a rien gagné. C'est ça. Voilà. Et c'est de se faire plaisir. Et comme toi, Hélène, effectivement, quand tu rentres dans ton établissement, tu dis « ouais, super, machin, là », mais il ne se passe rien. C'est terrible. Ça fait bizarre. Moralement, c'est dur. Oui, je pense que ça a été extrêmement difficile pour tous ceux qui sont passionnés de restauration. C'est assez traumatisant même. C'est un peu un sportif qui reste coincé dans les starting blocks. Ah non, mais c'était l'horreur. Et je pense qu'on a tous été en mode, il faut qu'on communique pour justement garder le cap. Et puis nous aussi, se faire plaisir. Parce que moi, j'étais business complètement au ralenti, donc passion au ralenti, sous oxygène. Enfin, c'était très compliqué. Et je pense qu'après, on a réussi aussi à se remettre en marche. Et en fait, de faire comprendre aussi aux clients ce qui nous anime et de leur donner confiance aussi en nous pour que finalement, après, quand tout s'est retrouvé grosso modo en ordre, on a été recontacté et du coup, remis sur pied, quoi. Donc, c'est pas facile. Mais on a eu la chance à un moment donné par toujours de réseau, de billets aussi, et avec une personne de la mairie de Boulogne,
Faut pas Merci à elle. Merci à lui, voilà. Merci à cette personne. Et voilà, on a pu passer sur BFM. Bon, ça, c'est via nous, mais on a en tout cas eu un petit reportage filmé et puis passer sur BFM un midi. Donc c'était plutôt agréable. Enfin, l'après-midi, là, avec. Bien sûr. Avec, C'était tout ça. l'occasion, effectivement, de beaucoup communiquer, en fait. Voilà. Et donc ça m'a fait un petit coup de. Bon, pas grand-chose, mais un petit coup de bout. C'était plutôt. Puis même pour nous, moralement, ça fait du bien. C'est ça, Voilà. exactement. Bon, merci, mes compères. Philippe, du coup, comment toi tu cherches à valoriser le terroir et l'agriculture par rapport à tes produits, tes concours et ton association ? C'est une question difficile. Oui. C'est une question difficile parce que ce n'est pas directement notre objectif. En fait, le terroir et les pratiques agricoles vont être valorisés par les résultats. Par exemple, on parlait en t'attendant, puisqu'il a fallu qu'on t'attende. 4 minutes, 4 minutes, Je faut tenais à le le dire. rappeler. Merci Philippe. Ça, c'est les bouchons, j'étais en C'est vrai que c'était voiture. 14h30 précise. C'est vrai, je suis Vous l'avez dit, désolée. hein. Moi, je suis arrivé bien avant. Mais J'ai fait ma star. Oui, alors moi j'étais encore au restaurant il y a 10 minutes et j'ai un message de Franck qui me dit « Je suis devant ». Et là je dis « J'ai même pas encore payé mon restaurant j'ai pas encore mangé. ». Ouais, Philippe, Donc, revenons à toi. on parlait de la qualité et des produits bio et des produits naturels, etc. Quand nous appelons les produits, nous leur demandons bien sûr s'ils ont des certifications, s'ils sont IGP, s'ils sont bio, etc. Mais au moment de la dégustation, le jury est totalement ignorant de tout ça. D'accord. Et Moi je saurais ou pas en off ? Non, je saurais Après, pas. après, on te dira. J'ai même pas de privilège, quoi. Après, non. Non, surtout pas. Surtout pas. Et on s'aperçoit de deux choses. Alors, je vais parler surtout des produits que je connais le mieux maintenant, l'huile d'olive et le café. Le jury ne se fait pas avoir. C'est-à-dire qu'un produit qui a été maltraité, vous le ressentez dans la bouche. Il n'y a rien à faire. Le produit a sa vérité. Oh, alors ça, c'est beau, ça, ce que tu dis. Mais c'est très vrai, hein, c'est étonnamment vrai. Et je suis sûr que c'est la même chose pour le vin. Complètement. Ouais, pour tout, oui. Et pour tout, d'une façon générale. Par contre, il y a des règles qui semblent évidentes et qui ne le sont pas du tout. On aurait tendance à privilégier les petits producteurs en termes de qualité. C'est pas évident. C'est pas évident. Ça dépend du soin que l'on apporte. Bien sûr. Par exemple, dans l'huile d'olive, le critère le plus important dans la qualité, c'est le délai qui va se passer entre la récolte et le soin qu'on va apporter dans cette récolte et le pressage de l'olive. Les plus grands sont souvent les mieux équipés pour que ça se passe dans des délais extraordinairement rapides. Et les plus grands, ils ne l'auraient pas interdit de privilégier ce qu'on appelle dans le vin les têtes de cuvée, c'est-à-dire des productions spéciales où ils sortent des choses tout à fait extraordinaires. Donc il n'y a pas forcément de corrélation entre la taille et la qualité. La deuxième idée reçue qui n'est pas du tout évidente, c'est, alors en matière d'huile d'olive en particulier, c'est la notion d'indication géographique. Même dans un arbre pérenne comme l'olivier qui vit sur des millénaires sur le même terroir, on s'aperçoit que les pratiques sont plus importantes en général que le terroir ou la variété végétale. Donc l'homme est important. Donc l'homme est essentiel. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans une dénomination d'origine, les pratiques sont tout à fait englobées dans la définition du produit. Donc l'homme est très important. Ensuite, alors on fait toujours nos statistiques. À la sortie des concours, est-ce que les produits bio ont-ils plus de médailles que les produits non bio ? Non, c'est équivalent. C'est pas ça qui fait la différence. On peut parler pendant des heures du produit naturel, du biodynamique, etc. Mais c'est pas dans la bouche qu'on va te lancer. Voilà un petit peu ce que je peux dire sur cette question horriblement difficile. Ben oui, mais tu as fait une réponse horriblement claire. Merci. Donc merci Philippe. Hélène, alors du coup tu disais que toi tu ressentais une vibration très très forte pour le Japon. Ça vient d'où en fait ? Pourquoi l'attirance vers cet Orient, C'est, très loin? Je pense le hasard des rencontres, tout simplement. Mon premier métier m'a amené... Je pensais que tu allais dire ton premier mari. Non, bon. Je les ai pas cumulés. Contrairement Pas au encore. métier. Mon premier métier, c'était de faire voyager les Japonais en Europe, d'organiser le voyage des Japonais en Europe. Oui, donc il y a un terreau. Il y avait une base, Ouais. voilà. L'attirance aussi par la rigueur, je trouve.
qu'il y a au Japon le respect de l'autre, le respect du produit. Discipline. La discipline qui est incroyable, parfois pesante aussi, faut le dire. Oui. Mais effectivement, j'ai été attirée par beaucoup d'ingrédients, on peut dire des ingrédients pour... voilà. Après, quand j'ai été sur place et que j'ai appris la cuisine japonaise, le respect des saisons m'a aussi beaucoup impressionnée. Et avec ce respect des saisons, le respect des produits de saison. Et du coup, là, on retrouve un produit qui pousse, enfin je pense aux légumes et aux fruits, qui poussent sur un arbre et qui est cueilli mûr, qui est extraordinairement bon et riche en saveurs différentes, plutôt qu'un produit qui a été cueilli vert parce qu'il doit voyager, etc. Et c'est pour ça que je tiens à garder, donc dans ma carte, les produits de saison. Je mets en valeur les produits de saison et je travaille avec un maraîcher local pour avoir des fruits et légumes locaux. Et non pas japonais, là, pour le coup. Oui, parce que c'est pas très local, là, du coup, non, le Japon. Il n'y a que mon épicerie qui est japonaise. D'accord. Elle est où, ton épicerie ? J'en ai plusieurs. On a déjà échangé. Paris ? C'est que Paris ? Oui, c'est essentiellement Paris. D'accord. Oui, tout à fait. Non, mais enfin, tout a du sens et de la cohérence, en fait. Oui. Il n'y en a pas dans dans l'ouest parisien, c'est tout sur Paris. Parce que toi, tu es où ? Rappelle-nous, moi je sais, mais... Alors, je suis à Poissy, dans les Yvelines. Donc plus Carrière. Ah, j'ai toujours été à Poissy. D'accord, je pensais que c'était Carrière. Poissy. Donc, non, Poissy. Donc dans les Yvelines, 78. Oui. Merci Hélène. Claire, alors, du coup, toi, tu fais des coffrets cadeaux. Oui. Donne-nous envie de t'acheter des coffrets cadeaux pour chouchouter nos clients à la fin de l'année. Eh bien, écoute, qu'est-ce qu'on a dans tes coffrets cadeaux ? Qu'est-ce qu'on peut avoir ? Comment on peut faire plaisir ? Alors, en effet, pour la fin de l'année, parce qu'en France, on est beaucoup à offrir, à vouloir remercier ses clients en fin d'année. Alors moi, je me bats un petit peu pour qu'on fasse aussi ça au mois de mai-juin, parce qu'un coffret apéritif grillade avec une terrine de taureau, une tapenade d'olive noire, une moutarde au thym. Ça a plus de sens en juin qu'en décembre. Oui, et puis surtout, c'est complètement décalé. Alors, je suis une ancienne directrice commerciale dans un grand groupe. Je suis pas sûre que si j'avais dû monter au créneau sur ce sujet, j'aurais réussi non plus. Mais j'ai certains clients qui me suivent. Alors pour en revenir, en effet, pour les fêtes de fin d'année, c'est assez classique, mais même pour tout le temps, plaisir d'offrir. J'ai donc des coffrets qui vont être sucrés-salés, avec majoritairement donc des saveurs de Provence. J'ai un petit peu d'huile d'olive dont on parlait, une AOP d'Aix-en-Provence. Après, donc c'est des saveurs assez classiques, mais c'est vrai que ça fait toujours voyager. Après, c'est des... Tu avais pu voir les produits. J'ai une étiquette noire, ça fait assez quali dans le coffret. Il faut quand même préciser qu'on s'est rencontrés au salon Event l'année dernière, tout à fait. Et du coup, j'ai beaucoup de clients, j'aime bien ce qu'ils me disent. Ils me disent, on ouvre le coffret, on fait waouh, puis après on goûte et on fait waouh. Donc le double waouh me plaît bien. Voilà, c'est un petit peu. Alors ça avait un peu marché. Alors donne-nous un exemple d'un coffret qu'on pourrait offrir à un client. Trois produits. Moi, je les connais, tu m'as donné la liste, mais... Avec là, de juste 3 produits ? Ouais, 3 produits qui... Voilà, si toi, tu devais remercier tes clients avec les produits qui te... Alors, il y a le coffret assaisonnement qui est sympa, puisqu'il y a un vinaigre, par exemple, pulpe de figue pour l'hiver, c'est très sympa pour déglacer un magret, par exemple. Avec une salade, tout simplement. Une salade aussi, voilà. Avec et une salade de mâche, c'est très bien. On pourrait avoir le sel, herbe de Provence aussi, malgré tout, qui rappellera un petit peu l'été. Et puis une moutarde, Non, moi je veux... La moutarde au pastis, tu nous en as parlé. À l'ancienne au pastis. Oui, alors la moutarde à l'ancienne au pastis. Alors en plus, c'est une de mes recettes. Alors j'ai 2 recettes dans mes produits parce que je suis chimiste de formation et donc la cuisine, c'est un peu de la chimie. Et donc c'est une recette qui est très sympa. Alors ça se marie très bien avec des viandes rouges, avec des poissons aussi. Et puis aussi même, ça c'est aussi un de mes anciens collègues, petit toast pour l'apéritif avec un petit peu de fromage râpé dessus. On le passe juste au four. C'est simple et bien et c'est très sympa. Mais là, tu vois, je pense à la moutarde. Oui. Je me dis, moi, je ferais une crème fouettée où je mets un petit peu de moutarde au pastis, je rajoute de l'estragon
et je fais ça avec du saumon fumé. Ah bah ce serait Je pense que c'est excellent. pas mal, ça. Ça va être pas mal. Ouais. C'est bien ce que tu... Voilà, j'ai Elle est bonne, dans hein. le petit... Vraiment, Ouais. on a encore 5 minutes, on t'attend. Vas-y. Écoute, je crée le truc et on fait déguster. Non, mais Allez, ça, c'est pas mal. On peut se... Oui, non, mais complètement, Ouais. complètement. Parce C'est que complètement... pastis anisé, Alors voilà, tu parce vois, qu'il y, a vraiment du pastis hein, dans la recette, J'adore et le puis un peu pastis. d'anis en plus. Alors moi, je suis ne pas pas très... la marque, mais j'adore. Voilà, c'est la Ah la ouais. marque en effet. Non, mais c'est bon. C'est Ouais. non, c'est une bonne idée. Franchement, quand tu m'as dit moutarde au pastis, je me suis dit, ouais, là, c'est hyper original. Alors ce qui est amusant, c'est que tu as tout de suite flashé un peu là-dessus, ce qui est beaucoup plus le Je suis cas un des peu hommes en monomaniaque. général. Non, mais en général, quand tu fais des dégustations, j'ai toujours, je veux pas dire la queue devant la moutarde à l'ancienne au pastis d'hommes, et puis à côté, c'est plutôt les femmes qui Voilà. préfèrent des Bah, moutardes moi, un je peu suis plus un homme. douces. Ok. Non, mais moi j'aime beaucoup aussi. Ouais, non, mais c'est vrai. Bon, très bien. En fait, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que c'est créatif. Moi, j'aime bien les saveurs originales. Oui, alors, Pour voilà. pouvoir sublimer Ce petit coffret le produit autrement. que je présente avec dans un sachet en organza, il est assez élégant et puis il peut être vraiment très sympa. Le petit souci que j'ai pour la fin d'année, c'est que voilà, on est à Paris, je suis venue d'Aix-en-Provence, mais il fait juste, fait c'est chaud. encore l'été. Ouais. Alors quand j'explique aux gens que dans 3 mois c'est Noël, bon, on me dit bah non, on a le temps, mais non, on n'a pas le temps, on n'a Ouais. pas le temps que ça. C'est ça. On est un peu déstabilisés, là. Voilà. Ouais. Bon, merci beaucoup, Claire. Franck, moi, je voudrais savoir comment tu sources tes produits pour tout ce que tu fais maison. Fournisseurs, on se renseigne auprès des fournisseurs, que ce soit viande, poisson, légumes, voilà, tout, crèmerie. Certains sourcings je passe essentiellement que par des fournisseurs qui sont spécialisés dans leur domaine. Et du Voilà. coup, tu fais des tests, tu changes ou tu es hyper fidèle parce que ça te convient Alors et- moi, je suis très fidèle à mes fournisseurs. Non, mais je suis très fidèle à mes fournisseurs. Dans la vie peut-être. Et dans la vie aussi, tout à fait. Ça va ensemble. Ça va ensemble, faut pas se fier aux apparences. Mais non, je suis très fidèle à mes fournisseurs avec qui je travaille depuis plusieurs années, voire des décennies. Donc, en fait, tu as repris les fournisseurs que tu avais pour tes autres restaurants, grosso Exactement, modo. voilà. Et du coup, on se connaît, on s'appelle, on sait ce que... Voilà. Donc, je me fournis comme ça. Là, je vais faire rentrer un nouveau fournisseur. Donc, ça, c'est sur du cochon ibérique, sur des produits ibériques, en tout cas, Un peu moins. avec qui on va travailler là, bientôt. Et tu vas faire quoi? Moi, je veux savoir. Là, on est en train de voir pour une côte de cochon ibérique. Oh là 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 là. Donc, servi avec le bon Avec gras. une petite moutarde au pastis. Et une moutarde Ça au pastis. ça on pourrait ça faire une pourrait, moutarde, ça tout pourrait. à fait. Je vais Avec, t'en envoyer un petit. avec plaisir. Et je t'enverrai la côte de cochon. Oh, la côte de cochon. Oh là 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 là. Non, je viendrai la manger, on viendra la manger. Et notamment, là, je suis en train de voir, mais bon, le prix est un peu cher pour l'instant, mais des anchois fumés. C'est un délice. C'est un truc addictif. Ouais. On goûte c'est une petite boîte, comme des boîtes de sardines. On goûte un anchois. Et tu dis, j'en veux C'est comme d'autres. si on tombait dans un paquet de bonbons, quoi. C'est énorme. le truc. Génial. Top. Donc voilà, on se source comme ça. Et c'est souvent des producteurs, des petits producteurs, voilà, qui viennent, comme tu disais tout à l'heure, Philippe, certains fournisseurs mettent en avant. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Comme Donc- les vins, d'ailleurs. Voilà, donc là encore, comme je disais avec Hélène, du sens, de la cohérence, Voilà. de la passion pour que ce soit en fait un écosystème quoi, qui fonctionne pour tous ceux qui s'engagent. Quoi. Voilà. Alors après, ce que je voulais en venir ici, effectivement, c'est comme le café dont tu parlais, ou les vins aussi, parce que les vins, je trouve que c'est plus sympathique de travailler avec des vignerons que des négociants, Bien sûr. on travaille un Bah, pinot noir de Bourgogne qui finalement vient d'Alsace ou de je ne sais où. Ils font vivre leurs produits et puis c'est tellement voilà. des gens exceptionnels. Moi j'en ai reçu ici. Enfin, faut Et c'est les beaucoup faire plus bosser sympathique. quoi. Exactement. Bien sûr. Voilà. Merci Franck. Philippe, alors peux-tu nous donner des exemples d'animation que l'AFPA propose? Alors, on a deux sortes d'animations. On a des animations en pays producteurs et puis des animations en pays consommateurs, donc en France. En pays producteurs, ce qu'on va faire en général, c'est soit de la formation pour expliquer aux producteurs concernés comment fonctionnent nos marchés. Vous avez un produit exceptionnel, d'accord, mais maintenant, comment vous allez réussir à atteindre des consommateurs ? C'est aussi, comme je disais, des animations de stimulation entre eux. Donc là, j'ai une collaboratrice qui part à Taïwan, qui nous a envoyé énormément de thé tout à fait extraordinaire, des oolongs en général. Et on va faire une remise de prix publique dans un salon professionnel à Taipei d'ici à peu près un mois.
Ça, c'est les animations en pays producteur. Et ici, eh bien, nous avons des actions que nous menons au moment des dégustations avec les jurés. Donc, nous recrutons les jurys. Et si ça vous intéresse, et si vous voulez bien en parler autour de vous, vous êtes les bienvenus, par principe et par définition. Et nous essayons d'organiser plusieurs fois dans l'année, alors ça a été très interrompu par le Covid, je dois dire. Le fameux. Le fameux, toujours. Des opérations de dégustation. Là, on a une opération qui va avoir lieu très prochainement en novembre, où on va faire une dégustation croisée entre deux producteurs de café, un qui se trouve en Colombie et l'autre qui se trouve en Thaïlande, qui vont déguster leur café, que nous allons aussi déguster à Paris avec des passionnés de café. Et on va croiser, alors là on va être en anglais ou en espagnol, et on va croiser nos façons de déguster et ce que nous ressentons dans les produits. Donc on apprend qu'en fait il y a du café en Thaïlande. Oui, absolument, vous avez raison. Donc il y a du café en Asie. Bien sûr. Bien sûr. J'apprends aussi quelque chose. Le café pousse dans toute la zone intertropicale, sur l'ensemble de la planète. Donc il y a du café en Australie, il y a du café en Thaïlande, il y a du café en Indochine. Ce café ayant été... Historiquement, c'est une plante coloniale, entre guillemets, qui provient d'Éthiopie. D'Éthiopie, ça passe en Turquie. De Turquie, ça arrive en Europe, à Vienne. Et vous savez, là, au moment où ils font les croissants, ils retrouvent le café aussi. Et puis, ça arrive à Paris. Et là, les Français arrivent à prendre des plantes caféiers et on les emmène en Amérique latine. Et c'est nous, Français, qui ensemençons pratiquement l'ensemble de l'Amérique latine. Et il y a toujours une variété de café qui s'appelle le Bourbon, et qui fait d'ailleurs un très, très bon café. Les Anglais vont l'amener à Ceylan, puis s'aperçoivent que le café, c'est compliqué, donc ils vont faire du thé, c'est plus facile à faire. Les Hollandais l'amènent en Indonésie. Et les Français, après la Première Guerre mondiale, comme on est ruinés, on n'a plus les moyens d'acheter notre café en Amérique latine. Et là, on va trouver dans nos colonies, dans le bassin du Congo, des plants de café Robusta que nous allons développer en Afrique et puis que nous allons envoyer aussi au Vietnam. Donc la France a un rôle extraordinairement important dans Qu'est-ce que c'est intéressant. l'ensemencement du café dans le monde. Voilà. Philippe, merci beaucoup pour cet éclairage. Hélène, moi j'aimerais que tu me racontes quelle est la création dont tu es la plus fière. Donc toi tu fais de la fusion franco-japonaise. Quelle est la création la plus dingue en fait que tu aies osé réaliser pour tes clients en te disant allez je suis libre, j'y vais. Alors j'aime beaucoup créer, c'est ce qui m'anime vraiment. Donc ça, c'est les vrais chefs ça. Je ne sais pas si c'est les vrais chefs. Je pense que chacun son métier. Il y a des exécutants et puis il y a des créatifs. Moi, ce qui m'anime, c'est vraiment la création. Donc, je suis tout le temps en train de créer. Donc, je ne sais pas s'il y en a un plus qu'un autre qui m'a plu. Duquel tu aimerais parler ? Alors, cet été, je suis partie sur une base super facile de gâteaux roulés à la fraise. Mais dans la crème pâtissière, je voulais faire une crème pâtissière et je voulais introduire du miso, justement, j'avais goûté, du miso blanc que j'avais goûté dans une de mes épiceries japonaises. Et quand j'ai goûté ce miso blanc, mon commercial dont j'ai donné les coordonnées à Claire tout à l'heure... j'ai d'abord goûté ce miso et je lui dis oh là là, ça dans un dessert. Et il me dit ben non, ça va pas du tout, c'est salé, c'est salé. Ah oui, mais c'est super bon, ça me rappelle le caramel au beurre salé. Ah bien sûr. Voilà, donc après sur le trajet du retour, ça a cogité. C'était la saison, effervescence. C'était la saison des fraises. Et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Fraises, miso. Alors, comment associer le miso ? Pourquoi pas dans une... C'était très rond comme goût, très rond, très gras. Alors qu'il n'y a pas de gras du tout dans le miso. Et ça m'a rappelé vraiment la crème pâtissière. Voilà. Et le côté réconfortant. Voilà. Et dans le roulé, le biscuit est réconfortant. Donc, tu l'as mis dans l'appareil. Dans la pâtissière, dans la crème pâtissière. Dans la crème pâtissière. Voilà. Et j'ai garni mon roulé avec la crème pâtissière. Et après, tu as mis tes fraises. Voilà. Et alors ? Et c'était une tuerie. Bravo. Voilà, alors là, on c'était vraiment jamais une pensé. tuerie. Parce qu'en fait, je m'attendais à ce que tu me parles de wasabi. Je me dis, bon, ok, on aurait peut-être pu mélanger du wasabi avec des fraises, mais en mode salé, tu vois. Ouais. Mais le miso, là, j'aurais jamais pensé. Oui, c'était vraiment une tuerie. Mais c'est une création que j'ai gardée pour moi, que j'ai jamais
offerte à mes clients en... Ah, c'était que pour toi. Ah oui, je l'ai jamais... Ton kiff perso. Oui, tout à fait. Je l'ai jamais diffusé sur ma carte traiteur, en fait. Et pourquoi? Parce que ça marchait l'occasion. très bien en grand gâteau. Ça marchait pas au niveau fabrication, Oui, je comprends. en Petit. mini. D'accord. Ou alors, il aurait fallu que je casse... Enfin, il fallait que je fasse différemment. D'accord. Voilà. Mais en tout cas, tu t'es fait plaisir. Et je me suis fait très, très plaisir. C'est le principe. Et ceux qui l'ont goûté ont été très contents. Mais aussi. oui, les chanceux, bien sûr. Bien. Vous voyez, je fais une parenthèse. Oui, c'est ça Philippe. qui est horrible quand on a un chef dans un jury. Vous lui proposez le pire des produits, qui n'a rien à voir, hein, une huile rance. Vous dire, mais elle est très intéressante cette huile. Oh, mais il y a quelque chose à faire avec ça. Et il arrive Exactement. toujours à utiliser. Mais c'est ça, en fait. Ouais. Mais en Vous fait, êtes fabuleux. mais merci. C'est ça. Mais on prend le compliment. Hein. Bien sûr, On avec prend. plaisir. Bien. Alors, première partie, finie. Deuxième partie, je veux que vous preniez 4 petits, chacun. Je prends les 4 d'un coup. Oui, tu prends les 4 d'un coup. C'est comme Julien Lepers, c'est 4 à la suite. Donc, Ouais, vous mettez les c'est 4. mystérieux. Voilà, c'est très mystérieux. Donc, 4, ce sont des questions très, très fermées. Vous lisez les 4 et vous répondez comme ça vous inspire, anecdote, pas anecdote. Voilà, là, c'est le côté un petit peu plus perso, complètement improvisé. Faut pas paniquer, ça va bien se Non, passer. non, ça va bien se passer. Allez, Philippe. Philippe a Tu bien commences chaussé ses lunettes. Mais oui, Bah, faut Philippe, pas il est rien dire. concentré là. Béarnaise ou mayonnaise. Alors, du coup, béarnaise. Ah, mayo- faut répondre à chaque. Ah, bah oui, Philippe. Ah oui, c'est les 4. bah, bien sûr. d'accord. Faut pas se contenter de lire. Bien sûr, tu réponds et si tu as un truc à dire, tu dis. Mais Alors, mayonnaise, c'est très compliqué parce que ça dépend de l'huile qu'on va utiliser. ah, alors on est d'accord que la mayonnaise, Ah oui. pas avec l'huile d'olive, c'est compliqué. Ah, si. Mais une huile d'olive hyper douce, qui n'a absolument aucune trace Donne-nous des d'amertume. conseils, Philippe. Tu prends une huile d'olive tunisienne, par exemple. D'accord. Qui est faite à base d'une variété Chemlali. Tu vas avoir une huile extraordinairement douce. Et là, tu peux faire une mayonnaise. Formidable. Mais surtout, ne prends pas une huile d'olive espagnole, Bah non. violente. Bah non, là, et- ça et prend pas, ça puissante. foisonne pas. Si, Ça ça, foisonne. alors, Non, puis si, Enfin, ça émulsionne. Ça foisonne. ça fois d'une mayonnaise, non, on ça peut faire émulsionne. n'importe quoi. Oui, oui. Alors, Claire, tu parlais de chimie, Oui. parce que tu étais là-dedans. Il y a Hervé Tiss, qui est un grand chimiste, voilà, et notamment pour la cuisine, dans le culinaire. Et j'avais fait des choses avec lui. Une mayonnaise. Culinaire, hein. Culinaire. Linéaire. Ça sonne, Et en fin de compte, il montait une mayonnaise avec du produit à vaisselle. Ah bah oui, oui. Une mayonnaise monte. Ah mais C'est oui, une c'est une émulsion, c'est ça. du jaune, de la Parce que moutarde et les du liquide moutardes- que l'on met. Oui, parce que les moutardes, ça Il faut un dépend li- des moutardes. Il faut un Parfois, liquide un peu plus gras. Ah oui. Oui. C'est Voilà. ça. Moi, j'ai une anecdote. J'ai monté une mayonnaise avec du sirop de pêche. Enfin, j'ai Wow. commencé à le faire. Je me dis, tiens, c'est bizarre. C'est pas... Et c'était du sirop de pêche. Bon, voilà. Et comment alors, alors en fait, après t'as ça- mis du sirop de pêche en pensant que c'était de l'huile? Ouais. Non. Oui. Ou t'as testé? Non, c'est que. Tu t'es trompé dans Il y a- la squeeze, il y a avait. longtemps, il y a longtemps, j'avais fait un extra dans un restaurant en cuisine. Mettons, j'étais cuisinier. Et j'arrive, machin, bon, bref, la journée. Et puis, dans le moment de la mise en place, le matin, il me dit, bah tiens, il y a une grosse mayonnaise à faire, il y a tant d'œufs à faire, machin, là. On a tout mis sur le plan de travail, donc sur Ah oui, un d'accord. marbre de pâtisserie. Donc, moi, je vois effectivement tous les ingrédients du mayonnaise avec un énorme cul de poule, là. C'était un produit, enfin, un liquide clair comme de l'huile. Voilà. Pas de petits ouais. morceaux, rien. Ah. Bon, ok, bon, je fais ma mayonnaise, hop, ça commence à monter, là, je sais à la main, tac, je prends ma louche, et puis je dis, mais c'est bizarre, et puis je goûte, c'était du sirop de pêche, voilà. Donc ça monte avec n'importe quoi. Donc t'avais Oui. fait sirop de pêche, moutarde. Bon, j'ai arrêté, et hein, jaune je suis allé d'œuf. voir le chef, je crois qu'il y a une bêtise. Mais à la place de l'huile. À la place de l'huile, oui. Mais c'est hyper original. Et alors, Bon, pour c'est pas terminer, terrible, mais bon. pour terminer sur les mayonnaises, si tu veux faire goûter des huiles, c'est pas facile. Je veux dire, les gens, Bien sûr. l'huile à la petite cuillère, c'est pas évident. Donc tu fais des mayonnaises. Il y a une huile qui est superbe, c'est l'huile de pépin de courge, par exemple. Avec de l'huile de pépin de courge, je vais faire une mayonnaise qui va sentir le pépin de courge et qui va être marron. Enfin, c'est un truc un peu surprenant. Tu peux faire une huile avec des graines de mandarine, par exemple. Tu as des huiles de graines de mandarine et là, tu peux faire une mayonnaise qui va sentir la mandarine. Tu peux. C'est extraordinaire. C'est un support extraordinaire, la mayonnaise. Donc hyper libre. Des couleurs et Et des saveurs. et du goût et des saveurs. Super, merci. On enchaîne, Philippe, avec les 3 autres. Super. Très Alors. intéressant tout ça. Citron vert ou citron jaune? Je crois que je suis plutôt citron jaune. Mais tu sais, il n'y a pas de réponse. J'ai le droit, type, hein. Ah, J'ai t'as le droit, hein. J'ai le droit. Oui, moi, le citron vert, c'est trop fort. Pour moi, ça emporte trop de D'accord, choses. donc tu bois pas de mojito. Non, absolument Bah, on ne pas. sera pas amis alors. Non, Désolée. je préfère boire du vin. Qu'est-ce que tu veux?
Je suis pas très mojito. Et le citron jaune, oui, qui accompagnera magnifiquement une viande, un poisson, etc. Évidemment. Évidemment. Zesté au dernier moment, Absolument, bien sûr. tout à fait. Vin blanc ou vin rouge? Voilà. Ça, c'est un vaste débat. Mais oui, Et ça change avec l'âge. mais évidemment. J'ai commencé vin rouge et je termine vin blanc. Oui. Mais tu as 18 ans, Philippe. J'ai 18 ans, je suis vin rouge. Mais aujourd'hui, j'ai plus 18 ans, et donc je suis vin blanc, et je trouve des vins blancs absolument merveilleux. Super. Et il y a des choses de plus en plus intéressantes. Et puis enfin, gourmet ou gourmand? Ça, c'est T'as le droit de dire les deux, vous avez le droit de dire les deux parfois. Malheureusement, je crois que je suis plus gourmand que gourmet. D'accord. Malheureusement. Mais c'est pas grave, pourquoi te juger? Parce que on se juge tous. Si, non. tout à fait. Pas besoin de se juger. J'aimerais n'être que gourmet, mais je suis gourmand. Bon, merci Philippe. Franck? Oui. Alors, j'ai olive verte ou olive noire? Plutôt olive verte. Oh, ça aurait dû être pour Claire, ça. Oui, tiens, je te la passe, Claire. Non, je suis plutôt olive verte. Au niveau du goût, je suis plutôt olive verte. Ouais, ok. C'est juste une question de goût. Ah, mais complètement. Mais de toute façon, il n'y a rien qui est Oui. Il n'y a pas de fausse. institutionnel. C'est vraiment subjectif. Bon, bah voilà. Cuisine asiatique ou méditerranéenne? Voilà. Attention. Je vais dire. J'en ai deux, là. Tu vas te fâcher. Voilà. Contre Hélène, voilà. J'en ai deux. Asiatique ou... J'ai pas de préférence. Peut-être un petit côté quand même asiatique parce que j'aime bien la finesse de la cuisine asiatique. Je trouve qu'ils ont des super goûts, des super produits. C'est très fin. Méditerranéenne, j'adore toutes les cuisines. Donc, T'aurais pu répondre cuisine nordique aussi, comme ça, c'est très bien. cuisine nordique, on y trouve des super trucs, aussi super produits. Non, je suis assez éclectique, moi, sur les choix très culinaires. bien. Tant que je mange, je suis comme Philippe, je suis très Donc, gourmand. Tu as le droit de dire les deux, Les deux. avec plaisir. Les deux, mon capitaine. Chocolat blanc ou chocolat noir? Alors là, plutôt chocolat noir. Voilà. Ce qui, pour moi, est plutôt du vrai chocolat. Oui, bah oui. Voilà. Le vrai. Je me régale énormément avec du chocolat, tel qu'il soit, mais notamment le noir. Vous me donnez une boîte de chocolat, personne n'y a goûté, j'ai déjà fini la boîte. Mais le chocolat blanc, je mange aussi. Voilà. C'est la gourmandise, je rejoins Philippe toujours. C'est ça. Bordelais, Bourgogne ou Alsace? Je vais plutôt dire Bourgogne et Alsace. Bordelais, ça y est, recommence à faire du vin quand même. C'est bien. Enfin, on retrouve du vrai vin, sans dire de mal. Bourgogne et Alsace, notamment l'Alsace. Je trouve que l'Alsace est bien revenu dans le Je suis monde du alsacienne, vin. donc attention. Ah voilà, tu vois. Voilà. Je le savais, c'est pour ça que je fais attention à ce C'est que pour je ça. dis. Non, je trouve que l'Alsace sont très bien revenus dans le game. Ouais, dans le game, effectivement, et puis dans la façon de faire leur vin. Aujourd'hui, on trouve des pépites, des choses qui étaient bien médiocres avant. Aujourd'hui, on retrouve des pinots ou d'autres cépages qui sont excellents. Merci Franck. Hélène, c'est ton tour. Alors, fraise ou framboise? J'aime les deux. J'adore les deux. Mais j'élabore des desserts avec les deux. Donc, c'est vraiment en fonction de l'arrivage. Et du coup, fraise miso, framboise miso ou pas? Non, framboise et matcha. Ah bien. Voilà, comme association. L'acidité avec de la framboise. Évidemment. Avec Bien. l'amertume du matcha. Paris-Brest ou Saint-Honoré? Les deux, à condition que ce soit un vrai Saint-Honoré. Et non pas avec de la chantilly. Et mon Paris-Brest, je l'ai transformé en Paris-Tokyo avec une crème au sésame et non pas au praliné. Ah là 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 là. Boudin blanc ou boudin noir? Alors, je suis plutôt boudin noir et notamment en février, j'ai eu la chance d'aller faire mon propre cochon. Donc, je pense à toi qui fais les terrines. J'ai fait mon boudin noir, j'ai fait mes saucisses, tous mes pâtés. Super. C'était où? C'était dans les Hautes-Alpes. Ouais. Et l'odeur de fabrication est terrible. Ah oui, j'adore. J'ai envie d'en manger tout de suite. C'était extraordinaire. Ouais. Et j'en ai encore. Donc, je suis bien contente. Oh, j'adore. Oh, c'est génial. Donc, je recommencerai l'année prochaine, bien évidemment. Amaretto ou Grand Marnier? Plutôt Amaretto, parce que j'adore l'amande. Et plutôt Amaretto. Super. Claire?
Alors moi j'ai essayé de faire un classement avec mes petites cartes. Alors houmous ou guacamole. Alors houmous parce que belle famille arménienne donc Ah oui, forcément. Voilà. Terrine ou rillette. Alors plutôt terrine, notamment dans la gamme ABC culinaire, il y a une terrine de porc provençale de porc aux épinards. Alors c'est pas forcément vendeur avec le nom, mais c'est ce qu'on appelle la caillette. Et tout à du fait. coup, quand je mets Excellent. façon caillette, les gens comprennent ce que c'est. Sinon, ils prennent les autres terrines. Après, tandoori ou colombo. Alors, colombo de Wassou, sans hésiter. J'ai vécu 16 ans en Guadeloupe, donc le colombo, ça me rappelle beaucoup de choses. Et éclair ou tartelette, donc le dessert. Alors, sans hésiter non plus, éclair. Je me rappelle, quand j'étais petite, je faisais ma propre pâte à choux, je faisais ma crème pâtissière moche avec le chocolat. C'était il y a longtemps, mais c'était très Quel bon. âge Quel âge quand tu dis petite? Ah, j'avais, je sais pas, 10 ans. D'accord, tu Ouais. faisais tout. Ouais. J'adorais ça, Pâte à faire la choux, petite hyper- pâte à choux. hyper dur, Exactement, voilà, exactement. où il faut touiller, C'est pour ça que j'en ça fais fait des plus bras. et que j'achète Ouais. maintenant, parce que c'est vrai qu'il faut avoir des bras. hein. Ouais, donc c'est chaud. Et la pâte petite, à mais choux. j'adorais ça. Super. Et du coup, café ou chocolat? Non, chocolat. Éclair chocolat. Ouais. D'accord. Merci beaucoup. Alors, j'ai d'autres questions pour vous. J'aimerais que vous répondiez chacun et chacune. Quel est le plat régional auquel vous ne pouvez pas résister? Oh, ça, Régional français, bien évidemment. oui. Bah Non. oui, c'est mieux. Après, peu importe. Hein. Un bon cassoulet. Oh, ah ouais. En fait, à chaque fois, ce podcast, on parle de bouffe en permanence. On est là C'est pour pour ça ça. qu'on fait ça après le alors là, déjeuner. on enregistre, il est 15h45. Bah, on a envie d'un cassoulet. Moi, Oui, moi envie j'ai de- le ventre qui gargouille. Voilà, c'est ça. Donc un cassoulet, très On a le bien. droit d'en dire plusieurs ou pas? Mais oui, évidemment. Franck, tu as plusieurs idées du coup. Non, mais déjà un bon pot-au-feu, Ah ouais. un bourguignon, Ouais. une blanquette, pas Ouais. des trucs classiques. Ouais, mais, ouais. Mais qu'est-ce que Quand c'est on bon. a un os à moelle comme ça, c'est délicieux. Voilà, c'est ça, ouais. On a dans l'Alsace, il y a une choucroute. Ah, pff, Ouais, c'est ça. bien sûr. Hein Ouais. C'est magnifique. Ouais, ouais. Est-ce qu'il y a un plat auquel on ne résisterait pas? Ben non, j'ai pas l'impression. C'est ça, c'est J'ai ça. pas l'impression. Bah moi je vais aller goûter le coco hein. Allez, Ah ouais, le coco. Ah oui, parce que- Voilà, c'est merveilleux. Oh là une saucisse de morteau, là. Ah ouais. C'est ça. bien ouais. sûr. Philippe, une idée du coup de plat régional? Qu'est-ce que ça t'évoque là tout de suite? Allez, je vais me prendre un plat étranger, un ajiaco. Alors, c'est Un quoi? ajiaco, c'est le plat national colombien. On est dans la montagne, il fait froid. Hein, on est en Colombie, mais il fait froid, il fait 10 degrés. Et on n'est pas habillé pour 10 degrés. Et pourquoi on Et- n'est pas habillé pour 10 degrés? Parce que dans la journée... On n'a pas mis le plaid? On a mis le poncho. Oui. Le Enfin, poncho dans la journée, il a fait 25, 27 Ah oui. tout de même. Hein. Ouais. Et dans le haricot, c'est la soupe paysanne, c'est-à-dire qu'il y a de l'avocat, il y a du poulet, il y a du maïs. Des haricots rouges ou pas? Non, pas de haricot rouge, pas dans le C'est chaud? haricot. C'est chaud, de la crème fraîche, bien onctueuse, bien fraîche. Tu Et dis il y a de la viande? il y a de la Oui. viande, il y a du poulet. Poulet. Il y a du poulet. D'accord. Et voilà, et ça vous ravigore. Et ça, c'est une soupe. Et c'est une soupe. Comment tu dis que ça s'appelle? Haricot. Haricots. Et donc, tu nous emmènes quand, Philippe, là-bas pour Bah goûter ouais, Ah, nous, on part, Demain, hein. si vous voulez, ça. Je suis toujours partant pour la Parce qu'en Colombie. plus, très bon vin là-bas. Non. Ah non, pas de vin Pas là-bas. de vin. Il y a pas de vin. Là, tu te trompes Alors, de non, mais quelques milliers de kilomètres. Oui, d'accord. Faut après- descendre, faut Ah, descendre c'est au Pérou. quoi? Bah ouais, Ouais, ou Pérou Argentine. Et Chili. Argentine, oui. Voilà. Argentine, Chili, oui. Pas tout à mal. fait. Bah, on fait monter. Alors, si vous voulez très bien manger, vous allez plutôt à Lima parce que c'est là, mais maintenant, il y a, Ah, des, il y a alors, des il superbes paraît chefs. effectivement Pérou, là, ils Pérou, disent que c'est canon. c'est vraiment de la gastronomie. Ouais. Absolument. Bah, on part au Pérou, on y va? Allez, c'est parti. C'est parti. On fait On les sait- alors, valises. je sais pas si c'est moi qui paye les billets. hein. On Moi, verra. j'ai mangé en Équateur sur les marchés, Ouais. notamment à Tavalo ou d'autres villes, là, avec les autochtones. Oh, on mange sur les marchés, mais c'est du délire. C'est très très bon. Il y a plein d'odeurs, c'est Il y a plein extraordinaire. d'arômes. Ah là là. Ce qui est plus grave, c'est quand ils commencent à vouloir faire de la cuisine sophistiquée. Ah non, moi Mais c'était tant, cuisine. tant qu'on reste dans la cuisine Ah ouais. paysanne, etc., il y a Classique. des choses Bah, absolument c'était attends, une extraordinaires. soupe paysanne, enfin, je veux dire, avec des bons produits, c'est J'étais en hyper charge bon. de la promotion des cafés de Colombie et mon drame, c'était l'arrivée d'un nouvel ambassadeur qui voulait absolument faire une semaine gastronomique colombienne. Ah là 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 Écoutez, là. vous avez de beaux produits, mais la gastronomie, c'est Ouais. autre chose. Et ça a marché ou pas? Ah non, ça marchait pas. Ah bah, non. bon, ça. Il fallait que j'arrive à la dissuader de ne pas faire cette semaine gastronomique. Terrible. Claire? Alors moi, c'était tous les plats que citait Franck, puis j'aurais rajouté la poule au pot, parce que Ah, j'adore. aussi. Oh là là. Oh là, Et j'ai c'est oublié venu comme tout à ça, l'heure, mais ouais, terrible. c'est venu spontanément. Oh, la poule au pot. Et Hélène? Ah Tu as ben, dit déjà le cassoulet. Le cassoulet, cassoulet, ouais, mais c'est voilà. le cassoulet qui est venu en Très premier. bien. Alors, encore 3 questions. Et puis après, je vous libère. Qu'est-ce qu'il y a toujours dans votre réfrigérateur? Moi, j'ai du champagne. Alors, c'est un peu bizarre. parce que, non, mais alors, parce que j'ai Au travaillé cas à où on Reims. vient à la Non, police. alors j'ai travaillé à Reims, puis après j'ai travaillé, je vous ai cité, mais c'est une petite colle. Les plus gros départements consommateurs de champagne en France sont la Guadeloupe et la Martinique.
Non, c'est surprenant, mais c'est vrai. Alors bien sûr, il y a beaucoup de rhum, hein, mais tout le monde a toujours du champagne. Et voilà. Et du coup, j'ai gardé cette habitude, donc j'ai toujours au moins une bouteille de champagne au frais. C'est bon, Au ça. cas où, il y a toujours une occasion, etc. Donc après, j'ai bien sûr les moutardes, j'ai tout ça, mais Ouais. le champagne, parce que c'est original. J'adore. Merci Claire. Hélène? Dans le même esprit, moi j'ai toujours des bouteilles de saké au frigo. J'adore. On s'entend bien avec Hélène. Oui, on va faire beaucoup de choses, on va voyager. Non, mais pour la parenthèse, moi ce que j'adore, c'est que grosso modo, alors je respecte tous ceux qui sont venus dans mon podcast et qui ne sont pas forcément là-dedans, mais on parle beaucoup de charcuterie, de viande et d'alcool. Ouais, Voilà. ouais. Bon, j'ai reçu quelques véganes, quelques gens qui mangeaient pas de viande et qui buvaient pas d'alcool, mais c'est pas la majorité, de manière générale. Donc je les salue et je vous aime tous aussi. Voilà, Franck. Moi, je vais rejoindre ces dames. J'ai toujours une bouteille de blanc au frigo. Voilà. Toujours un truc à grignoter, une petite terrine, un machin, enfin Ouais, n'importe. voilà. Des œufs, j'aime bien. Ouais, on peut tout faire avec les œufs. Ouais, c'est vrai. Philippe. Moi, j'ai aussi la bouteille de champagne. C'est une obligation. Enfin, je veux dire, il y a toujours une occasion pour ouvrir une bouteille de champagne. Donc, il faut avoir une bouteille de champagne au frais. Et puis, alors, j'ai quelques huiles fines qui ne supportent pas de ne pas être au réfrigérateur. D'accord. Ce qui est le drame de mon épouse, parce qu'il n'y a plus de place pour le reste. J'adore, merci beaucoup. Alors, je terminerai avec 2 questions, et non pas des moindres. J'aimerais que vous prolongiez cette phrase. Pour moi, cuisiner, c'est... C'est partagé. Très bien. C'est du plaisir et de la convivialité. Oui, du partage de ce qu'on aime. Oui, pareil. Pour moi, cuisiner, c'est partager avec ceux qu'on aime. Très bien. Et la dernière, qui est très importante pour moi, quelle est votre définition de la passion? Pétillant. Ok. Ça peut être une phrase, hein. Ouais. Ce qui fait bouger le monde. Oh, c'est beau ça. Mais c'est très vrai, hein. C'est Mais c'est très vrai. c'est grand. hein. J'adore. C'est puissant ça. J'ai eu beaucoup de réponses, hein, parce que je la pose à tous les invités. Ce qui fait bouger le monde. J'adore. Franck? La passion, c'est ce qui nous fait bouger soi-même aussi. Très bien. Et pour moi, c'est aussi indispensable pour vivre heureux, la passion. Ok, bien, merci. Alors cette question, à chaque fois, elle est remplie d'émotions. Je vais clôturer. Saison 2, épisode 3. Quelle belle émission remplie d'énergie gastronomique sans conteste. Passion de transmettre, passion du goût, passion de la culture, passion des échanges. Tous mes invités sont très curieux et ont l'envie de laisser leur empreinte dans la foodosphère. Merci à Philippe. Merci. Merci à Franck. Merci Virginie. Merci à Hélène. Merci. Et merci à Claire. Merci Virginie. Et on se retrouve très prochainement. Et je veux qu'on reprenne, s'il vous plaît, le mot de Philippe que j'ai adoré, qui disait « La passion, c'est faire bouger le monde ». À très vite. Bravo Philippe. Merci. Ça y est, notre rencontre prend fin. Merci à tous mes invités d'avoir accepté mon invitation et d'avoir joué le jeu de la sincérité et de l'authenticité. Merci à vous d'avoir suivi nos échanges. J'espère que ce podcast, Passion sans modération, a nourri votre curiosité et qu'il vous a donné faim. J'ai aimé, en effet, mettre en lumière toutes les personnalités qui contribuent à faire de l'alimentation et de la gastronomie une pierre angulaire de notre beau pays et de notre art de vivre. Alors, on se donne rendez-vous au prochain épisode ? Pour prolonger l'expérience gourmande, retrouvez moi et mon univers sur mon site communique-passion.fr. Créons-nous prochainement un rendez-vous dans votre cuisine pour un menu qui nous ressemble à l'occasion d'un événement qui vous rassemble. Vive le fait maison et vive la passion!